Mesdames, Messieurs, donc bienvenue à cette 12e saison du DNP, depuis que nous en assumons la direction. Année de surchauffe, vraiment. Je crois que vous l'avez senti dans le hall, où il faisait, paraît-il, très chaud. Pardonnez-nous, mais je le sais. Bon, vraiment une saison de surchauffe, j'y reviendrai rapidement, mais qui est sans doute la saison la plus lourde que nous ayons assumée. Et certainement d'ailleurs qu'on n'assumera pas avec une telle lourdeur avant longtemps, parce qu'elle était vraiment particulièrement riche et particulièrement lourde, mais heureuse. Je voudrais d'ailleurs de ce point de vue-là commencer par 3 saluts. Le premier salut, je l'adresse aux techniciens et à l'équipe permanente du TNP qui assument la part d'ombre de cette lourdeur, mais qui mérite véritablement l'estime qui est la mienne, et je pense la vôtre aussi. Je salue bien évidemment les comédiens permanents de ce théâtre. Vous savez que c'est ce qui le caractérise, et que je salue ici les comédiens permanents au sens strict, mais aussi les comédiens de la Maison des comédiens, puisqu'on a des comédiens intermittents qui se réunissent régulièrement, qui suivent une formation continue et qui agrandit la troupe du TNP, ce qui fait qu'on est, en dehors de l'illustre maison, finalement, l'alternative de troupe en France, la seule alternative organisée en troupe sur le territoire national. Et ça, on le doit bien sûr au travail des comédiens. Par exemple, le Roi Lear, qui est en ce moment à Paris, hein, qui est reçu très triomphalement à Paris, est pour 80% tenu par des acteurs qui sont des acteurs d'ici. C'est une chose relativement rare. Voilà, donc ça, je le salue, et je les salue précisément parce qu'ils sont tous en train de jouer un peu partout. Et puis, évidemment, comment ne pas le faire, le salut au public, un salut que je vous dois réellement, pour plein de raisons. Et alors, un salut que j'adresse à vous tous ici dans la salle, mais que j'adresse aussi aux 150 personnes qui sont en Villars et qui m'entendent et qui sont donc simplement médiatisés, et entre eux et moi, il y a ces captations, mais qui sont là. Et puis, je salue aussi les 200 personnes qui ont dû repartir parce qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas le dispositif pour les recevoir. Et s'il y a parmi eux des amis à vous, dites-leur que j'en suis désolé et que ça ne veut pas dire pour autant qu'ils désaffectent nos salles. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a en gros, en dehors de ce que nous sommes là, 350 personnes qui potentiellement pouvaient écouter dans cette salle cette présentation de saison. Alors, quand je vous salue avec un chiffre, c'est un peu... Mais enfin quand même, 10 584 abonnés. L'an dernier, à la même date, j'avais projeté et espéré qu'on dépasse les 10 000. On est à 10 584. L'abonnement est un des fondements de fidélité et un des socles, j'en suis certain, du théâtre public. Mais quand on arrive dans ces chiffres-là, nationalement, mais y compris dans l'histoire du TNP, c'est un record, c'est un accomplissement qu'on vous doit, vraiment que l'on vous doit. Et espérons que cette mobilisation soit la même pour la saison qui vient. Mais en tout cas, elle fut celle-ci durant la saison passée. Alors ça se concrétise en 136 000 spectateurs au total. Je suis obligé de le lire parce que je ne le mémorise pas. 81 000 au siège, c'est-à-dire ici dans cette salle, 81 000 spectateurs dans cette salle. Et puis 55 000 spectateurs en tournée, selon toutes les tournées du TNP. Ce qui est quand même vraiment remarquable. Et puis, ça c'est bien de savoir qu'on a assumé 351 représentations au total, éteignez vos portables. Il y a 264 représentations au siège. Quand je dis 264, vous entendez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que nécessairement, on a plusieurs salles ouvertes en même temps. Et que du coup, on est en surchauffe. Mais tant mieux. Ça veut dire qu'au fond, dans le devenir, il faudrait qu'on puisse être ouvert tout le temps, enfin, jour et nuit, dans toutes les salles. Et puis 87 représentations aux tournées, hein, c'est la présence du TNP sur le territoire national et international. Alors, je vais vous rappeler simplement qu'elle a été ponctuée par 4 créations, ce qui est monstrueux, et je dirais presque 5, vous allez voir ce que je veux dire. Bon, la première, c'est une saison au Congo. Moi, j'ai l'impression que je l'ai fait il y a 6 ans, si vous voulez. C'est au fond d'une saison éprouvante. Bon, je ne reviens pas dessus, ça a été un accomplissement incroyable, avec des acteurs inouïs, hein, cette collaboration avec le Burkina Faso, et puis avec des citoyens villeurbanais et lyonnais d'origine africaine, et qui nous ont suivis même en tournée à Sceaux.
c'est quand même un spectacle qui tardivement, et ça on vous le doit, parce que c'est votre fidélité, ça se fait ici, ce travail-là. Il n'y avait pas de tournée préalable, il n'y avait pas véritablement de reprise possible. On a fait ça en 5 semaines. Et on est parti comme on peut, et c'est le support public qui a fait que ça a pu être repris. Ça a été après à la Martinique, je ne vous parle pas de l'ambiance là-bas, enfin de la réception de ce spectacle. Et c'est quand même un spectacle qui, au final, vraiment à la toute fin, a bénéficié de la venue annoncée, parce qu'une a fait défection, mais la venue de 5 ministres, à terme, pour comprendre l'importance de ce spectacle dans le dispositif de la création nationale. Spectacle qui s'est fait en troupe aussi, hein, parce que la troupe africaine était une troupe, au fond. Ensuite, le Roi Lear. Bon, le Roi Lear est en ce moment encore à Paris, hein, on joue demain, c'est bientôt après la dernière. Bon, le Roi Lear, voilà, vous l'avez vu, j'imagine, pour tous, c'est une pierre blanche dans mon propre parcours, parfois même une pierre noire, enfin ça... ça a été une épreuve, voilà, et là aussi avec un soutien public évident. Et je dois vous dire que, vous vous rappelez des standing ovations à la fin de la représentation avec un Merlin qui applaudissait la salle, eh bien le public parisien a mis, ça c'est Paris, a mis 3-4 semaines à vous rejoindre sur cette persuasion, le temps que la dilution du bouche-à-oreille parisien nécessite et justifie le standing ovation des soirs. Maintenant, ils sont comme vous, mais ils sont moins prompts. Vous savez la réputation que vous avez comme excellence de public. Excusez-moi, mais je vous le dis. Ça, nous le savons de tous nos invités. Hein, c'est le public de ce théâtre, donc sur l'agglomération, Villeurbanne et Lyonnais pour faire vite, est un excellent public, donc merci de votre qualité. Perceval de Gallois, à l'intérieur de tout cela, qui accomplissait et continuait le cycle du Graal, hein, qui a été joué il n'y a pas très longtemps, qui vient de se terminer à Strasbourg. Donc là, le TNP était présent en même temps au Théâtre de la Ville et à Strasbourg, ce qui fait beaucoup de TGV, si vous voulez. Et puis, très prochainement, derrière moi, mais dans un décor que vous ne voyez pas parce qu'il est dissimulé, la leçon, qui est la continuation du travail que nous faisons avec les Tréteaux de France et qui sera, à mon avis, un travail étonnant. Ça, vous allez le découvrir dans très peu de temps, hein, puisqu'on est dans la fin. Puis enfin, quand même, une 5e création qui me préoccupe, c'est la reprise au Festival d'Avignon IN, hein, dont j'ai été, on va dire, absent pendant 10 ans, et que j'ai même pas été en fait invité aux célébrations villariennes, si vous voulez, auxquelles on reproche l'esprit villarien. Là, la présence de mai, juin, juillet, qui avait été créée il y a 2 ans ici, et là aussi qui doit au public sa pertinence, qui est repris au Festival d'Avignon cette année, avec donc un retour au théâtre municipal. Olivier Py m'avait proposé de la cour d'honneur, mais je trouvais que c'était un peu présomptueux après un temps aussi long d'absence, et qu'il valait mieux rentrer avec plus de modestie et moins d'arrogance. Donc j'ai choisi le théâtre municipal. Il faut dire aussi que le théâtre municipal, si vous avez 2 jours d'installation, ça fait 3 services climatisés. Et quand on est 50 au plateau, bah vous imaginez bien que c'est un gain important. Donc voilà, ça c'est l'activité artistique, elle est déjà énorme, hein, en surchauffe. Elle est basée sur l'idée de répertoire, donc de reprise. Je sais qu'on peut avoir l'idée qu'on privatiserait l'outil, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est que nombre de ces travaux étaient des travaux de reprise, au fond. Mai, juin, juillet, c'est un répertoire. Congo, c'était un répertoire. Et qu'au fond, cette notion de répertoire accompagne complètement la notion de troupe. Et le répertoire est une réponse à l'adhésion du public. C'est par le public que le répertoire existe, parce qu'il est sollicité en tant que tel. Et c'est finalement la moralité essentielle du rapport à la billetterie, qui n'est pas une honte dans un théâtre public et dans la régulation de nos affaires. Voilà, hein, je vous le dis comme je le pense. Voilà, donc maintenant, je vais passer la parole à Jean-Pierre Jourdain, que je ne présente plus, que tout le monde connaît, et qui va voyager avec vous dans la saison. Je rejoindrai de temps en temps sa présentation, au prorata des spectacles qui me concernent. Sachez que l'an prochain, je ne fais quasiment pas de création. Voilà, je me mets un peu en réserve, je fais des reprises, mais par un relatif épuisement personnel, si vous voulez, un besoin de ressourcement. Et puis aussi une envie de me réinvestir plus dans les affaires politiques d'une maison comme celle-ci, parce que c'est important quelquefois que je partage plus ma parole avec mes collaborateurs qui me trouvent quelquefois trop au plateau et pas assez auprès d'eux. Voilà. Merci. Nous allons vous présenter 24 spectacles qui constituent donc la prochaine saison. Tout commencera par l'accueil de la Biennale de la danse de Lyon. Et c'est Dominique Hervieux, sa directrice, qui a concocté un programme de 4 chorégraphes que nous avons accepté tout de suite. Ce sont 4 très très bons chorégraphes. Les noms suffisent, je pense que vous les connaissez. C'est James Thierry,
donc le fils du cirque invisible, de nos deux artistes qu'on a reçus pendant 2 saisons de suite. Nacera Belazza, qui est donc une chorégraphe franco-algérienne, une création de Maggie Marin, qui est vraiment, à chaque fois, qui fait l'événement, qui est une artiste dans tous les sens du terme, c'est-à-dire d'abord surprenante, et puis le très très grand chorégraphe William Forsythe. Donc vous voyez, c'est un programme tout à fait exceptionnel. Je ne peux pas entrer dans le détail de ce programme, d'abord parce que je ne suis pas du tout habitué à la danse, et ce serait me prêter des mots que je ne peux pas employer, mais je sais que ce sont de grands artistes, et voilà. Donc rendez-vous avec ces quatre chorégraphes. Après, on va commencer tout de suite par une création de Christian, un grand classique, Molière, L'École des femmes. L'École des femmes est un travail qui a déjà à peu près 2 ans, si je ne m'abuse, et qui a été le fruit de la collaboration qu'on entretient avec les Tréteaux de France. Les Tréteaux de France ont une mission tout à fait particulière et qui finalement rejoint très bien les préoccupations du TNP, de porter le théâtre là où il ne va pas et où les infrastructures ne le permettent pas. Donc les Tréteaux de France peuvent aussi bien jouer dans un pré, ça m'est arrivé, dans une cour de château, sur une place, sous un chapiteau ou dans une salle de spectacle. Donc les contraintes de tournée des Tréteaux de France supposent la forme du spectacle que vous présentez. Ce n'est pas le metteur en scène qui arrive avec sa vision, sa lecture et qui met le plateau à sa disposition, et parfois le public en souffrance, mais c'est les conditions de production, les conditions objectives qui organisent ce travail-là. Donc d'abord et avant tout, c'est au service des Tréteaux, à l'intérieur de la collaboration qu'on a avec eux. Et pour être dans une économie qui puisse être la même absolument partout, le dispositif que nous avons est un dispositif de Tréteaux. C'est-à-dire qu'on joue l'École des femmes au Tréteaux, ce qui est finalement assez rare, au fond. On le joue au tréteau et au quinquet, parce que les quinquets, ça nous permet, vous savez, les quinquets, c'est ces petites lumières qu'on a en rampe, ça nous permet d'être totalement autonomes. C'est-à-dire que qu'on tourne sous chapiteau, ou qu'on tourne dans un pré, ou qu'on tourne dans une salle de spectacle, c'est le même spectacle. Les spectateurs ont exactement la même offre, si vous voulez. On ne fait pas au rabais sous prétexte que le lieu que l'on a n'est pas à la disposition de notre interprétation. Donc on conçoit cet objet. Donc il a été conçu au tréteau. Il est joué au tréteau avec des petits paravents et des quinquets. C'est-à-dire dans une grande tradition finalement particulière du théâtre. Elle est faite avec une distribution qui mêle des acteurs permanents du TNP et puis l'équipe permanente, si je puis dire, des Tréteaux de France, c'est-à-dire Robin Renouchi, qui, lui, porte le rôle d'Arnolphe. Alors, 2 mots sur le travail de Robin. Il est là, Robin ? Non, il n'est pas là. Parce qu'on répète en ce moment. Le travail, comme ça je suis plus à l'aise, le travail que produit Robin Renouchi dans le rôle d'Arnolphe est exceptionnel. Voilà. Et il est exceptionnel parce que Robin était persuadé de ne pas être comique. Voilà. Et le public lui a révélé qu'il l'était. Il fait un Arnolphe poignant et fou, en quelque sorte, fou amoureux, mais aussi fou intellectuel, mental, qui est à la fois cocasse, à la fois émouvant, à la fois violent, que j'ai rarement vu. Alors, s'il y arrive à ce point, bon, c'est parce qu'il est accompagné aussi d'une très belle distribution actorale, mais c'est que je crois que, vous savez, pour moi, dans cette forme de tréteau, c'est la suite du travail que j'avais entrepris sur les Molières, la Molière de province, si vous voulez, hein, l'étourdi, le détier amoureux, le médecin volant, etc. Bon, on est dans le même dispositif, à vrai dire, ce qui m'a emmené sur le terrain de la farce. C'est-à-dire de lire cette histoire que vous connaissez tous, hein, de cet homme abusif qui élève une jeune femme en dehors du monde, de façon à ce qu'elle constitue l'épouse idéale dont il a besoin et qui, évidemment, se fait avoir parce qu'elle trouve tous les moyens de ruser avec son autorité. Bien. En général, elle est montée avec la complexion psychanalytique ou politique, et ce qui fait que l'œuvre est assez longue, on y joue tous ses arrière-plans, etc., et elle se rallonge, si vous voulez. Voilà, l'inconscient est bien placé dans tout cela. Quand on la joue avec la dimension farcesque, elle va vite, elle est très nerveuse et elle fait ressortir l'héritage farcesque de cette écriture. Vous savez, Molière a 2 ascendants. Il y a l'ascendant italien, et Dieu sait qu'on est, comme toujours, en bon français, culpabilisé par l'art de la commedia dell'arte et du théâtre italien auquel on n'advient pas. Mais il y a une autre tradition qui est moins remarquée, c'est la tradition de la farce française. Et la différence entre la farce française et la commedia dell'arte, c'est que la commedia dell'arte, ce sont les archétypes, Sganarelle, Arlequin, enfin des figures, alors que la farce française, ce sont des types sociologiques, des types sociaux.
c'est-à-dire le cuvier, le maître patelin. Vous voyez, ce sont des métiers, des personnages, quoi. Et quand on passe de l'école des maris à l'école des femmes, puisque l'école des femmes suit l'école des maris, hein, dans l'itinéraire littéraire de Molière, eh bien on passe de Sganarelle dans l'école des maris à Arnolphe dans l'école des femmes. C'est dire qu'elle doit beaucoup à la farce française. Et donc on l'a montée comme une farce, avec l'énergie de la farce, avec la dépense de la farce, avec la temporalité de la farce. C'est vraiment 5 actes, on la sent se développer. Et du coup, elle révèle une certaine santé, un rire méchant du spectateur, une délectation à voir le cas de la farce, l'arroseur arrosé, si vous voulez. Voilà, une méchanceté en fait de la salle qui évacue peut-être trop, mais je trouve avec santé, la seule problématique de la femme oppressée, si vous voulez. Ça, on l'entend de toute façon. Mais cette femme oppressée, cette Agnès, a des ressorts et des ressources qui dépassent de loin le système oppressif auquel elle est soumise. Voilà. Donc voilà, je vous conseille de le voir, c'est une réjouissance, et puis c'est un acteur, c'est un grand acteur. Voilà. Après, nous enchaînerons 3 spectacles qui rendent hommage à l'Italie. Je voulais d'ailleurs dire que, évidemment, ce qui se passe en Italie est absolument anormal. Enfin, on a l'impression que l'Italie, depuis 20 ans, a disparu des écrans de la culture, alors qu'il y a si peu de temps, et sur si longtemps, tant de siècles de génie, de produits tout à fait exceptionnels, et jusque récemment, avec des cinéastes extraordinaires et des écrivains formidables, que se passe-t-il ? Évidemment, les résultats que nous avons eus hier créent une ombre. Il est évident que la politique a à voir avec la culture et avec l'art, et on ne peut pas penser que l'Italie est victime. Les artistes sont là, les intellectuels sont là. Ils n'ont tout simplement plus les moyens de s'exprimer. Donc on ne les entend plus. Alors nous allons enchaîner trois auteurs italiens. Le premier est tout à fait récent, c'est Saverio Laruina. Saverio Laruina est maintenant assez connu en Italie. C'est un être très singulier qui fait réellement un théâtre populaire. En tout cas, qui veut renouer avec le théâtre populaire et l'écriture populaire. Donc, il part dans les régions d'Italie, dans les campagnes italiennes, et à partir d'interviews, il construit généralement ses monologues qu'il joue lui-même. Et il est calabrais. Et là, c'est un monologue qui s'appelle « Arrange-toi », donc qui met en avant une femme plutôt vieillissante, et qui revient sur des moments de sa vie où en fait elle est prisonnière du regard, comme c'est souvent le cas pour les femmes malheureusement, prisonnière du regard que les hommes imposent sur elle, que la religion impose sur elle, que la société impose sur elle, d'où le titre de « Arrange-toi ». Il n'y a qu'à une femme qu'on peut dire « arrange-toi ». On dit rarement à un homme « arrange-toi ». À une femme, ça semble aller de soi. Et cet « arrange-toi » va prendre toutes sortes de figures et à un point douloureux, mais qui va rester extrêmement vivant, qui est le point délicat, particulièrement en Italie, mais de toute façon délicat pour tout être humain, qui est le problème de l'avortement. C'est-à-dire « arrange-toi ». L'homme lui dit « arrange-toi ». Et elle va s'arranger, comme pendant des années, les femmes se sont arrangées. Le récit qu'elle va faire de cet « arrange-toi », qui n'est pas uniquement l'avortement, qui est tout ce regard sur elle, est un récit absolument pas triste, c'est un récit qui va être accompagné de chants populaires, et c'est des récits d'une femme qui aime avant tout la vie, et qui d'ailleurs, évidemment puisqu'on est en Italie, s'adresse tout bonnement à Jésus, à qui elle donne une leçon de vie, de la vie sur terre. C'est un texte très vivant, très savoureux, extrêmement simple et direct, et qui donne beaucoup d'énergie. Donc, Saverio Laruina, arrange-toi. Après, on va recevoir une pièce d'un grand intellectuel et poète italien, mort tragiquement, puisqu'il s'agit de Pasolini. Et c'est vraiment une pièce de théâtre. C'est-à-dire, Pasolini était évidemment très connu comme cinéaste, mais là, ce n'est pas un film, il n'a pas souhaité le tourner en film, il a vraiment voulu en faire un acte de théâtre. Ça s'appelle Affabulation. Affabulation a une ambition, c'est un être qui pense les choses. Pasolini ne fait pas les choses comme ça sur une humeur et une affectivité. Il y a une construction intellectuelle très forte. Chez Pasolini, son désir était de renouer avec la tragédie. Non pas le drame,
qui semble quelque chose de familier à l'homme moderne de drame, parce que l'homme moderne veut tout contrôler, donc il n'y a que des drames. En fait, la tragédie, c'est ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est ce qui est inévitable. Les signes sont là et rien ne peut l'arrêter. C'est ça, la tragédie. Donc il la place dans une situation extrêmement moderne, dans le Milan d'aujourd'hui, un homme parfait, qui a tout réussi. Sa femme, son fils, c'est un chef d'entreprise pour qui tout réussit, sommet de la vie et du bien-être. Et il rêve. Et ce rêve l'empoisonne, va lui manger la journée. Ce rêve remet en question sa relation avec son fils. Le rêve est si troublant qu'il regarde son fils autrement. Et au fond, il l'accuse, lui, d'être la source du rêve. Et la tragédie va se mettre en place, et ce sera une tragédie. C'est vraiment voulu. Sophocle vient dans la pièce et parle avec cet industriel et lui montre et lui dit que c'est inévitable. Sophocle sera enregistré, joué par Jeanne Moreau. Jeanne Moreau a accepté d'être la partenaire qui enregistre, puisqu'elle est un spectre, on ne la verra pas, mais elle a enregistré les scènes et les acteurs joueront avec la voix de Jeanne Moreau. Et c'est Gilles Pasteur qui va orchestrer toute cette mise en abîme de l'homme moderne, revenant dans ce qu'il y a de plus archaïque et qu'on ne devrait pas oublier, c'est-à-dire qu'il y a un destin et que nous sommes peu de choses face à ce destin, et que le destin, quand il est en marche, voilà, on en est victime. Donc, Affabulation de Pasolini. Après, on va recevoir la fameuse pièce qui, pendant longtemps, a marqué l'ère de la modernité au théâtre. Il s'agit de Pirandello avec 6 personnages en quête d'auteur. Alors, c'est une mise en scène qui a déjà existé il y a quelques années de Emmanuel de Marcimotta, celui qui dirige actuellement le Théâtre de la Ville. Et la mise en scène avait déjà été très fortement saluée. Du coup, il la reprend parce que la demande est très grande. Sa mise en scène est saluée parce que, vous connaissez un peu la pièce, je vous la redonne comme ça. Donc, des acteurs sont en train de répéter dans un théâtre. On assiste à une répétition. Et au cours de cette répétition, arrivent 6 personnages qui interrompent la répétition et qui disent voilà, on aimerait bien que vous vous occupiez de nous. Alors, les acteurs, les metteurs en scène, mais qui vous êtes? On est des personnages, on n'est pas terminé, on a une histoire, on aimerait bien qu'on la joue vraiment pour l'exorciser. Les acteurs sont extrêmement troublés, en même temps amusés, ils disent allez-y, racontez votre histoire. Et les acteurs commencent à incarner l'histoire. Et là, la pièce devient tout à fait savoureuse, les personnages disent c'est pas ça du tout, je ne me reconnais pas, mais vous ne pouvez pas parler comme ça de moi. Et il y a un quiproquo entre l'acteur et le personnage qui va constituer toute la saveur de la pièce. C'était extrêmement révolutionnaire, c'était en 1922. Pendant très longtemps, ça a eu l'allure de la modernité. Quand on a monté cette pièce dernièrement, en général, on se met en concurrence d'intelligence avec Pirandello et on veut être plus fort que lui. C'est vain. Pirandello, ce n'est pas qu'il est supérieurement intelligent, c'est qu'il il est très intelligent, il a parfaitement construit son affaire. Ce n'est pas la peine de jouer aux échecs avec ça. Et ça, de Marcimotta l'a bien compris. Et par contre, il s'appuie sur toute la zone fantastique et de poésie qui est effectivement dans l'art de Pirandello, qui était d'abord un Sicilien. Et donc, tout un rapport à la magie, aux fantômes. Et là, les zones tremblent et ça commence à devenir très, très, très intéressant parce qu'on n'écoute pas un discours didactique, on écoute un trouble entre le personnage et celui qui veut l'incarner. C'est une très belle pièce, 6 personnages en quête d'auteur. Le volet d'Italie se refermera et on va recevoir un acte théâtral très particulier qui s'appelle « Please continue Hamlet ». Alors, il s'agit d'un procès. Il s'agit d'instruire le procès de Hamlet. Hamlet, vous savez, tue son beau-père Polonius dans la chambre de sa mère. Il dit un rat, il plante son épée et il tue en fait un homme qui était caché dans les rideaux. C'est dans la pièce de Shakespeare. Les deux
metteurs en scène, si je puis dire, Yann Duyvendack et Roger Bernat, prennent cette situation et ont eu l'idée de la proposer à la magistrature des villes où la pièce se joue. Donc en fait, vous êtes convoqués à un procès, bel et bien à un procès. Il n'y a que 3 acteurs, Hamlet, Ophélie, Gertrude, qui sont acteurs et qui répondent aux questions posées par des avocats, des juges, des procureurs, un avocat général, qui ont accepté un soir de venir instruire ce procès. Donc, on a une dizaine de représentations, il nous faut trouver un grand volet de magistrature qui défilera tous les soirs. Le résultat est absolument passionnant. J'y suis allé comme ça, quand on me l'a dit, j'ai trouvé ça curieux, intéressant. Quand je l'ai vu, j'étais extrêmement convaincu. D'abord, je n'avais pas eu l'occasion, j'allais presque dire la chance en fait, je n'ai jamais eu de procès, ni je n'ai jamais vécu de procès, sauf au cinéma, donc je ne savais pas bien. Et puis c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire d'écouter la mécanique et de voir ce que nous-mêmes on pense et à quel point la vérité est difficile à établir, à trouver. Et donc le procès avance et on se passionne effectivement pour les réponses, pour les questions. Et à la toute fin, il y a évidemment un jugement qui est prononcé. D'ailleurs, quelques personnes dans la salle seront choisies pour être jurées. Et quand ce jugement est donné, à la toute fin, le metteur en scène vient. Ça, j'avoue que c'est assez étonnant. Il dit, ce soir, on est à la 100e. Il a été innocenté 25 fois. Il a eu 10 ans 3 fois. Il a eu des dommages et intérêts en Suisse. Ça reste absolument extraordinaire. Alors, ça dure à peu près 3 heures. Voilà. Ça s'appelle « Please continue Hamlet ». « Please continue Hamlet », ça vient du procès de Guantanamo. En fait, ils étaient interrogés par la justice américaine. Il y en avait beaucoup, et souvent, ils ne maîtrisaient pas l'américain. Alors, il y avait d'énormes difficultés de communication. On leur disait toujours « Please continue, continue, continue ». Et en fait, ça voulait dire que c'était un procès, allez hop, comme ça, à la cavalcade. Et ça a beaucoup choqué nos deux metteurs en scène, et ils ont voulu prendre ce titre. Please continue Hamlet. Après, on va faire une chose qu'on n'a encore jamais faite. C'est tout petit, mais travailler pour les tout petits. C'est-à-dire avoir un spectacle pour les 4-5 ans, et plus si affinité, parce que c'est un spectacle de pure poésie. Et ça s'appelle « La lanterne magique de Monsieur Couperin ». Il s'agit de vraiment, le titre dit tout, on entendra du Couperin au clavecin, pas une seule parole, et vont défiler réellement des vignettes à l'ancienne, immobiles, très 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 jolies, faites par une lanterne magique, et c'est l'enfant qui construit son histoire. L'enfant, ou nous-mêmes d'ailleurs, qui construisons l'histoire. C'est une collaboratrice de Benjamin Lazare qui a fait ce spectacle. Je le dis pour ceux qui connaissent l'art de Benjamin Lazare, c'est donc un art vraiment de raffinement à l'ancienne, à la bougie, voilà, très très délicat. Et les vignettes sont des enluminures qui, Dieu merci, font encore rêver. Donc la lanterne magique à partir de 4 ans, 4-5 ans. Alors Lancelot du Lac, c'est donc l'achèvement, on pourrait dire, d'une première session, en gros, du travail entrepris sur le Graal Théâtre qui maintenant commence à avoir son histoire. Quand je dis achèvement, c'est parce qu'au moment où on présentera Lancelot du Lac, Julie Brochen, directrice encore aujourd'hui du Théâtre National de Strasbourg, ne sera plus, ou connaîtra plutôt, mais c'est la même chose, le nom de son successeur, je pense, on verra. Mais donc, du coup, voilà, ça achève pour nous forcément un mouvement. Et on achève avec un chevalier. Alors, moi, j'ai une grande tendresse pour Perceval. Je pense que ça se voyait. J'aime beaucoup cette histoire. J'étais plus distant avec Lancelot, mais en travaillant, parce qu'on a déjà commencé à travailler l'œuvre, cette séquence, c'est très étonnant. Lancelot a été enlevé à son père par la fée Viviane. La fée Viviane l'a élevé sous un lac, dessous. Et il a été élevé dans un protectionnisme abusif de Viviane, qui refuse qu'il grandisse et qu'il aille, comme d'habitude, rejoindre ses aventures. Au fond, elle ne peut plus résister à son désir, et Lancelot demande à intégrer la cour du roi Arthur. Il va intégrer la cour du roi Arthur, il va rencontrer le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, et Guenièvre. S'ensuit, vous le connaissez, un coup de foudre pour Guenièvre,
Alors que ce personnage de Lancelot est comme un personnage, on parlait de Pasolini, comme un personnage de théorème. C'est-à-dire qu'au fond, il perturbe les lignes affectives de tout le monde. Et il est le lieu de désirs multiples. Il est beau, voilà. Et Guenièvre a le même coup de foudre pour lui, ce qui fera qu'il la fuira au travers des aventures qu'il acceptera. Il va connaître plusieurs aventures, plusieurs châteaux, etc. Et ils vont avoir à affronter le seigneur de Galehaut, qui, lui, est une famille de géants, n'est pas marié depuis très longtemps et ne constitue pas son hérédité. Il va combattre Lancelot, gagner sur Lancelot, faire Lancelot prisonnier et offrir à Lancelot néanmoins la victoire, c'est-à-dire qu'il ne va pas combattre plus avant Arthur, pour autant que Lancelot reste avec lui. Et je trouve que là, Roubaud et Delaine nous offrent une magnifique, mais vraiment un texte magnifique sur l'amour d'un homme pour un autre homme, avec toute la délicatesse. Et cette délicatesse s'incarne parce que, comme Lancelot lui dit « Je suis avec toi », et Galehaut lui dit « Oui, mais je n'ai que la moitié de ton être », puisqu'il sait qu'il est amoureux de Guenièvre. Et Galehaut va l'accompagner, c'est lui qui sera le guide de la révélation amoureuse de Lancelot avec Guenièvre. Voilà. C'est très étonnant, parce qu'on n'imagine absolument pas ça. Moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait tout cet arrière-plan dans le personnage de Lancelot. Et ça se terminera par les mots d'Arthur qui dit au scribe, qui écrit « Et dites que je suis triste ». Voilà. Ça se termine comme ça, ce que je trouve très beau dans la fin de cette équipée, en tout cas de son premier temps, puisqu'à peine il n'y a plus que le TNP pour le porter, et on verra ce qu'on fera. Mais en tout cas, voilà, ça sera servi par la même équipe d'acteurs. On a toujours le problème scénographique, toujours la même scénographie. Essayez de la renouveler, vous voyez, parce que c'est compliqué, puisque c'est la même. Et alors on aimerait, parce que c'est un hommage au courage de cette histoire, et puis aussi un hommage aux spectateurs qui ont suivi, on aimerait 2 soirs se lancer dans une intégrale des Chevaliers. Alors, c'est infaisable. C'est-à-dire que pour nous répéter, on peut répéter techniquement, préparer techniquement, on peut répéter chacune séparément, et puis à un moment donné, on va se dire, bon, je crois que c'est le 20 et le 21, ou le 19 et le 20 ? 19 et 20, c'est écrit derrière moi. Le 19 et 20, on va proposer aux spectateurs qui viendront, s'ils veulent bien venir, de vivre avec nous le risque d'enchaîner 3 chevaliers de suite, c'est-à-dire d'écouter Gauvin, d'écouter Perceval et d'écouter Lancelot. Ce qui nous donnera l'idée de ce qu'aurait pu être, ou de ce que sera peut-être un jour, l'ensemble du cycle du Graal Théâtre. Voilà. Alors ça va être 2 journées qu'on essaiera d'agrémenter avec des pauses importantes entre les deux, mais pas si importantes que ça, parce qu'on s'arrange pour que tout puisse s'imbriquer. Ça sera à haut risque. Ça sera au risque, hein, je veux dire, je ne suis pas sûr, moi, de pas refaire une place au magnifique rôle de souffleur, que je veux bien incarner d'ailleurs, assis devant, avec une cotte de maille, et puis essayant d'aider chacun à être exactement dans les traces de son texte. Et puis on essaiera, je pense, de faire entre chacune des présentations de cette maison un lieu peut-être en hommage un peu aux langagières, peut-être comme ça, à la poésie médiévale et à la poésie contemporaine quand elle se pose la question de la poésie médiévale, ce qui est le cas de Jacques Roubaud, bien sûr. Voilà. C'est très beau, Lancelot. Voilà. Après, ce sera l'incroyable pièce de Jean Genet, Les Nègres, mis en scène par Robert Wilson. Alors, d'abord, Genet, c'est un peu notre Pasolini, avec quand même encore une différence, bien sûr, c'est que Genet est un homme de la provocation, est un grand poète, c'est un magnifique écrivain. C'est-à-dire que la langue française y est d'une vraie merveille. On entend Racine à l'intérieur. Il joue très finement de la grande langue classique. Alors son esprit, par contre, ne l'est pas du tout. L'esprit est vraiment un esprit de dynamiteur. Il ne supportait pas la société telle qu'elle était, il n'avait de cesse que de la faire exploser. Ce qui est, après tout, le rôle des poètes en général. Mais lui avait en plus un engagement. D'abord parce qu'il avait été rejeté, c'était un paria. Et il aimait cette figure du paria. Donc, quand il a écrit Les Nègres, on dit, puisqu'on le dit, ça doit être vrai, on dit que c'est une commande en quelque sorte. C'est un acteur noir qui lui a dit « Tu voudrais pas écrire une pièce sur les Noirs ?» Et la réponse de Genet est connue. Il dit « Un noir ? Mais qu'est-ce que c'est ? Et c'est de quelle couleur déjà ?» Et à partir de là,
on entend d'ailleurs beaucoup de choses. C'est-à-dire, le noir, on sait très bien ce que c'est quand on est blanc. Et ça, c'est ce que Genet a très bien compris. Donc, il va orchestrer un procès, c'est le procès donné par les nègres, qui rejoue le meurtre de la blanche. C'est un procès parodique, c'est un procès carnavalesque, c'est un procès outrancier. On y entendra des choses vraiment incroyables. C'est une espèce de messe noire. Ils se font plus noirs que le cliché qu'on peut avoir du noir cannibale, du noir vraiment la caricature du noir. Évidemment, c'est une telle accumulation que ça nous atteint. Au fond, ça atteint tout, ça cible absolument tout ce que nous pensons des Noirs, que nous avons en réserve, même dans l'inconscient du noir, qui est investi chez nous anormalement. Et donc, Genet pilonne ça. C'est donc Robert Wilson qui s'empare de cette œuvre incroyable. Robert Wilson est évidemment un très très grand metteur en scène. Alors, c'est l'opposé, Robert Wilson. C'est absolument pas un homme de la littérature. C'est d'abord un plasticien. Et il résout tout par la force plastique. Pour lui, la surface est ce qu'il y a de plus mystérieux. La surface est ce qu'on doit présenter, sur lequel on doit travailler. Et laisser les profondeurs, sans les nommer, se découvrir d'elles-mêmes. Donc c'est la rencontre vraiment, je crois, de deux grands événements, de deux très fortes personnalités de l'art, Genet et Wilson. On en attend beaucoup. Venez, ce sera une création. Ce sera certainement très très beau visuellement. Les Nègres de Jean Genet. Je peux ajouter une petite chose, parce que c'est que quand Bob Wilson préparait, et l'Odéon préparait cette production, ils ont cherché évidemment des acteurs noirs et ils sont venus voir une saison au Congo. Et il y a eu parmi nos acteurs burkinabés, ce qui est quand même incroyable, si vous voulez, les acteurs burkinabés qui sont venus faire une saison au Congo, ça a été improbable, c'était une équipée insensée, on a eu du mal, ça a été très difficile de tenir une saison au Congo, et les voilà passant une audition à l'Odéon avec Bob Wilson. Et il a proposé à trois, en fait, de rejoindre. Un seul a rejoint, c'est Charles, qui était le gros monsieur qui disait... la marche lourde, la marche lourde, qui était installée comme ça, un jardin. Et donc, il retrouvera le TNP, qu'on retrouvera avec plaisir, et qui sera dans Les Nègres. Mais j'aime beaucoup la trajectoire. Après, ce sera une pièce qui vient d'être écrite, qui a été écrite pour une actrice. La pièce a été écrite pour Catherine Yegel. Et ça s'appelle Une femme, et c'est Philippe Mignana, qui connaît bien Catherine Yegel, qui a plusieurs fois travaillé avec Catherine Yegel, qui a décidé cette fois-ci de lui écrire une pièce pour elle. Catherine Yegel est une actrice qui a fait toute sa carrière somptueuse à la Comédie Française et qui continue, en dehors de la Comédie Française, à vivre sur les planches pour le bonheur de tous. C'est vraiment une très grande actrice. C'est une femme forte. C'est une femme qui dit les choses par leur nom. C'est une terrienne. C'est pas un poète. C'est une femme très très présente, très immédiate. Et la pièce va se servir de cette force, mais la pièce va avoir beaucoup de mystère. En fait, il s'agit à la fois de scènes extrêmement quotidiennes, et ça va être construit comme des stations du Christ. Il y en aura 9. Et ces 9 stations montrent une femme qui n'est pas encore assez âgée pour mourir tout de suite, mais qui accompagne déjà, par exemple, son père dans la mort. C'est une des premières scènes. Et on va aller de chambre en chambre. Tout se passe dans des chambres. Alors, la chambre avec le père, c'est particulièrement éprouvant. Après, il y a la chambre avec le mari, la chambre avec l'amant, la chambre avec les enfants, la chambre... Et on sent bien que dans ces scènes très quotidiennes, mises en puzzle, c'est une réflexion sur sa vie, au fond, le point de sa vie, où elle en est, et probablement qu'elle va lâcher. Alors, on ne dit pas qu'elle va mourir, elle part dans la forêt, comprend qui voudra. Elle s'en va, et elle s'en va seule. Ce n'est pas une pièce triste, c'est une pièce très, qui est vraiment l'idée du songe. Il y a vraiment l'idée du rêve constamment. D'ailleurs, la forêt est très présente. Là, elle se manifeste, l'extérieur se manifeste. Et puis, il y a un caractère très étrange qui est que
tous les hommes sont joués par le même acteur, qui est Laurent Poitrenaud, qui est absolument remarquable, et qui passe donc de l'extrême vieillesse et du grabataire à l'amant fringant et au fils insolent. Et Catherine Hegel évolue dans tous ces tableaux et nous guide avec sa force et son côté extrêmement direct. Une femme de Mignana avec Catherine Hegel. Après, vous voyez, on était en Afrique avec les nègres. On aura 3 points sur l'Afrique. Christian l'a dit en ouverture, vraiment ce qu'est Aimé Césaire, mais qu'on n'avait plus dans l'oreille, que Christian nous a rendu, nous a permis de réentendre Aimé Césaire. Et il faut entendre Aimé Césaire parce que c'est vraiment un chant de vitalité et aussi de liberté dans l'écriture absolument formidable. Donc là, il y a un poète qui s'appelle Aristide Tarnagda, que vous connaissez parce qu'il est acteur aussi et qu'il était dans une saison au Congo. C'était un grand monsieur avec une voix rocailleuse absolument incroyable. Il est vraiment poète, il écrit magnifiquement. Et il a écrit plusieurs pièces. Et nous avons été très séduits par son texte qui s'appelle « Terre rouge », qu'il interprète lui-même, comme c'est un bon acteur, c'est très, très agréable. C'est un moment envoûtant, extrêmement intime, mais d'une intimité qui n'est pas gênante, mais il va chercher vraiment au fond de lui-même. Il y a toujours ce rapport à la nature et au pays qui est comme un prolongement de son corps. Ce qu'on fait à l'Afrique, on le fait à son corps. Et il y a ce désir de laisser aussi l'Afrique dans son mystère, l'Afrique dans sa propre force. En fait, là, par Aristide Tarnagda, c'est un autre corps qu'on aime. Il nous parle de quelqu'un qui a cette vie-là. Et ça, il renoue avec le grand frère qui, lui, a quitté l'Afrique et est parti justement en France. Et il veut lui dire ce qu'est l'Afrique pendant qu'il est en France. Et il nous le fait comprendre. Très beau chant, Terre rouge, d'Aristide Tarnagda. On enchaînera encore avec l'Afrique, avec un moment tout à fait dénonciateur. Alors néanmoins extrêmement calme. Ce ne sera pas du tout du théâtre, engagez-vous, vous allez voir ce que vous allez voir, on va tout dire. Non, ça va se passer très calmement, ça s'appelle Une nuit à la présidence, et c'est une nuit à la présidence. Ça a été fait à base d'improvisation. Donc on est chez un de ces présidents africains qui reçoit un investisseur européen qui veut donc faire des affaires. Donc il faut lui montrer le visage de l'Afrique le plus calme possible. Et pour que la soirée se passe bien, on discute assez sérieusement, mais on a convoqué quelques chanteurs et jeunes musiciens qui sont là pour agrémenter la soirée et faire par moments de la détente. Et les jeunes musiciens chantent de façon très douce, très tranquille. Enfin, ils chantent « Partir, partir, partir ». Alors l'Européen dit « C'est bizarre, vous chantiez partir, vous n'êtes pas bien en Afrique ?» Et ces jeunes gens vont répondre. Le président est bien embêté, leur dit « Mais oui, je vous en prie, répondez ». Mais évidemment, ils répondent de plus en plus sincèrement. Et là, tout apparaît. Chacun des musiciens a une blessure de l'Afrique réelle, immédiate. Évidemment, l'Européen prend conscience de l'état de la situation. Le président, les choses lui échappent, veut essayer de récupérer, et là, les choses s'enveniment considérablement. Donc c'est une soirée tranquille, où les choses sont énoncées tranquillement, mais elles sont bien dites. Et ça se termine sur des extraits du discours de Sankara. C'est un très très beau discours. Et à la fin de ce discours, on se rappelle que Sankara, quelques mois après, était assassiné à cause de ce discours. Et quand vous l'entendez, il y a vraiment un grand silence. Il y a Odile Sankara dedans, qui est la sœur, c'est la sœur, hein, qui est la sœur de Sankara. Elle fait la ministre de la Culture, qui d'ailleurs arrive au plein milieu de la soirée en disant de quoi, on fait venir des artistes sans me prévenir. Bon, ça se passe mal aussi de ce côté-là, et voilà. Après, une œuvre classique qui va être rêvée par un des acteurs qui ont fait partie de la troupe de Christian. Il s'agit de David Mambouche. David a décidé de mettre en scène et d'incarner ce qu'il appelle Juan, qui en fait est Don Juan, mais il veut l'appeler Juan. Alors pourquoi veut-il l'appeler Juan ?
Il s'agit du Don Juan de Molière croisé avec le Don Juan de Byron. Alors, les deux œuvres sont évidemment totalement différentes. Le poème de Byron est un poème d'abord. C'est un poème picaresque, facétieux, d'un jeune homme beau, impertinent, aucune morale, et qui traverse toute l'Europe allègrement, allant de lit en lit, de conquête en conquête. Le Don Juan de Molière est évidemment, ça ne se passe pas si bien que ça, et même très mal. Il est provoquant, mais il a la grande rencontre avec le père, la fameuse scène avec le père le renie, il n'en peut plus de son amoralité. Donc ça, c'est le Don Juan de Molière, beaucoup plus grave. Donc David Mambouche veut jouer du croisement des deux. Et nous avons dit oui parce que nous pensons que David Mambouche est aussi à sa poésie à lui, et je pense qu'il peut résoudre là quelque chose d'intéressant pour nous tous. Probablement que vous connaissez très bien le Don Juan de Molière. Donc Juan. Après, c'est une grande œuvre qui va faire la cour d'honneur du Festival d'Avignon. Il s'agit du Prince de Hombourg de Claes. Alors c'est une œuvre... D'abord, c'est une œuvre qui est vraiment apparue, dont la splendeur est apparue en France, on pourrait dire. C'est Gérard Philipe qui l'a révélée. Ce sera le grand succès de Gérard Philipe. Alors, Le Prince de Hombourg est une pièce extrêmement énigmatique, puisqu'il s'agit d'un héros guerrier qui réussit, qui est beau, qui est jeune, qui est promis à une très belle vie. Et là, c'est exactement comme pour le Pasolini. La pièce commence, le héros somptueux est en état de somnambulisme, ce qui est quand même extrêmement rare. Je crois que c'est la seule pièce où on parle de somnambule. Il somnambule. Les autres le voient, ils voient bien qu'il est vivant dans son rêve. Et son rêve lui attribue la gloire, ce qui fait rire les gens autour de lui. Il va se réveiller brutalement à cause du rire, en fait, des autres. Et à partir de là, il est troublé. Il n'entend plus ce qu'on lui dit. La bataille, une bataille importante doit se donner. On donne des ordres. Il n'écoute pas. Au plein cœur de la bataille, il jette son bataillon dedans. À l'effarement de tout le monde, il emporte la victoire. Héros incroyable, et en même temps, les généraux l'appellent en disant « Mais vous êtes fous, vous avez failli tous nous tuer. Qu'est-ce que c'est d'aller... On avait un plan de guerre, vous l'avez complètement balayé, c'est inadmissible, vous avez eu de la chance. Mais vous n'êtes pas un vrai héros, vous avez eu de la chance. » Et à partir de là, il y a un tribunal et il va être condamné à mort. Et ça, c'est toute l'aventure du prince de Hombourg, se débattant dans cette prise de conscience, et c'était parce que son rêve l'obsédait. Son rêve l'avait rendu sourd, exactement comme dans Pasolini d'ailleurs. C'est une très belle pièce. Voilà. Il faut savoir aussi, et j'en termine, que Gérard Philipe a été tellement somptueux dans le Prince de Hombourg que la pièce est partie en Allemagne, à Berlin, et a été jouée en français devant le public allemand dans les années 53-54, et les Allemands ont été absolument enchantés de l'interprétation de Gérard Philipe. Pour Villard et pour Gérard Philipe, la scène la plus importante, c'était la scène dite de l'évanouissement, ce qui a créé problème, même chez les Allemands. Un héros qui s'évanouit, un héros guerrier, c'est pas vraiment un héros. Et là, justement, Villard dit, mais c'est ça qui est intéressant, c'est là que gît la sève de la pièce. Le Prince de Hombourg, ce sera mis en scène par Giorgio Barberio Corsetti, qui jusqu'à maintenant a fait de très belles mises en scène. Souhaitons qu'il soit inspiré par cette belle pièce. Vous remarquerez dans la saison, et plusieurs fois je vous le dis, le thème du rêve et du songe guide la saison. Il y en a plusieurs. Et alors là, on est absolument dedans, ça s'appelle Le Jardin englouti, Sunken Garden, de Michel van der Aa. Alors Michel van der Aa, ça c'est en partenariat avec l'Opéra de Lyon. Donc les places vont être limitées. C'est un opéra qui a déjà été créé à l'Opéra national en Angleterre, qui a remporté un immense succès. La critique, une critique très importante, a dit « Je crois que j'ai vu le futur ». Donc, c'est une pièce... c'est une enquête, d'abord. C'est une enquête sur quelqu'un qui a disparu. Et dans cette enquête, on va se rendre compte d'une autre disparition. On va se rendre compte que ces êtres vivent dans un jardin englouti, un jardin merveilleux, une espèce de réserve. Voilà. C'est cette frontière entre la vie, la mort, entre la moralité, l'absence de moralité.
Alors pour ceux qui connaissent l'opéra, Van der Aa, c'est un compositeur et c'est aussi un plasticien. Il est passé à Lyon il n'y a pas si longtemps à l'opéra avec un très bel opéra qui s'appelle Afterlife, et qui était aussi sur comment on passe de la vie à la mort. Il s'intéresse beaucoup à cette question. Ce sera à la fois plein de poésie et aussi avec une très grande technologie. Les chanteurs existent aussi dans un film et dialoguent avec eux-mêmes dans un film. On mettra des lunettes 3D. On va être dans un univers sonore et visuel absolument somptueux. Et c'est une œuvre très envoûtante. Le jardin englouti de Van der Aa. Après, c'est un auteur qui s'appelle Catherine Hahn qui a écrit une pièce qu'elle a nommée Agnès. Alors Agnès, vous entendez Agnès de l'école des femmes, la fameuse Agnès qui est donc tenue éloignée du monde pour être à la mainmise d'Arnolphe. Et là, cette fois-ci, Catherine Hahn s'intéresse au problème extrêmement délicat d'une jeune fille qui a été abusée par son père. Donc elle a 12 ans. Alors la pièce n'est absolument pas gênante et on assiste, Dieu merci, à aucune scène ni aucun débordement qui fait qu'on serait gêné et qu'après tout, ça n'a pas la place du théâtre. C'est la vraie place du théâtre. C'est de montrer les mécanismes, de montrer comment, par quelle sorte de langage, par quelle sorte d'attitude, le jeu des rôles, comment ça se distribue. Comment le père arrive à enfermer la petite fille dans une situation impossible. Pourquoi ne peut-elle pas rompre le silence? Comment la mère, qui a compris, qui ne serait pas étonnée si on lui disait, mais qui ne peut pas se l'avouer, se débat là-dedans? Comment la grand-mère, qui a tout compris, ne dit rien, mais essaie d'arrêter les choses? Comment la famille, les amis mettent du temps à réaliser? Ça, alors, c'est uniquement ça qui est montré. C'est très très beau et ça se passe sur plusieurs générations. À dire vrai, la jeune fille réussit sa vie, elle est avocate, et la pièce commence parce qu'elle est une brillante avocate et qu'on lui apporte un sujet à traiter qui est celui de l'inceste. Et elle dit « Ah non, ça je ne peux pas ». Alors, c'est pas ton comment tu ne peux pas, tu es une très bonne avocate. Et là, elle raconte sa vie et c'est ce que nous allons voir. Ça peut être ça la leçon du théâtre aussi. C'est-à-dire en comprendre, entendre. On peut nous réduire à des schémas et à des mécanismes et ainsi on comprend comment les choses se passent. Donc il faut le prendre dans sa globalité et non pas dans l'anecdote. Donc c'est Agnès de Catherine Hahn. Après on recevra la dernière pièce du très bouillant et généreux et logoréique Olivier Py, qui est donc directeur du Festival d'Avignon et qui a écrit une pièce qui s'appelle Orlando ou l'impatience. On sait assez peu de choses, que la pièce est encore en train de s'écrire, et je pense que jusqu'au dernier moment, elle s'écrira. Orlando est un homme qui est à la recherche de son père. Il est déjà constitué, c'est un homme, c'est pas un enfant, et c'est pas un adolescent non plus. Il a 25 ans, 30 ans, c'est un homme. Et sa mère est une très grande actrice, facétieuse, qui n'a pas le temps, qui déborde d'imagination et probablement d'amant. Je pense qu'elle-même ne sait même pas qui est son père. Donc elle se rappelle, comme ça, des êtres. Et ça va être autant d'énigmes, mais pour lui c'est sérieux. Et à chaque fois, il cherche son père. C'est évidemment... Alors la pulsion est absolument sérieuse, et chez Olivier Py, la malignité, évidemment, et la dénonciation, c'est de montrer, parce que cet homme est dans la culture, nous allons donc voir défiler toutes les figures de la culture possibles, de l'écrivain, au metteur en scène, à l'acteur, voilà, au directeur de théâtre, au journaliste. Et à chaque fois, lui croit rencontrer son père. Et c'est une occasion de nous parler du monde de la culture et comment il fonctionne. Il y a une volonté de dénoncer les choses chez Olivier Py. On voit bien d'ailleurs dans je trouve, les très belles positions qu'il prend en étant au Festival d'Avignon. Ça a pu lui être reproché. Moi, je trouve ça plutôt bien. Et il affirme les choses, et il affirme un théâtre porté par la parole, porté par l'acteur donnant son corps et sa vie en jouant. Donc on ne fait pas des choses du bout des lèvres. Donc
Orlando ou l'impatience d'Olivier Py, dont il dit de toute façon c'est le théâtre qui triomphera. Voilà. Après, on va reprendre un des succès de la saison dernière. Donc je pense que vous ne l'avez pas vu, mais le revoir, ça sera l'occasion. On le reprend dans la grande salle. Vous avez été très nombreux à saluer cet acte artistique. Il s'agit du Triomphe de l'amour de Marivaux, mis en scène par Michel Raskin. Voilà. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est vraiment Raskin, Michel, à la fois le met dans le monde moderne sans que les enjeux de la pièce disparaissent. Ça, je pense que c'est même très fort. Je trouve même que les enjeux de la pièce sont particulièrement là sur le caractère ambitieux, entre autres, de la jeune femme et de la façon dont elle mène sa barque, la cruauté avec laquelle elle fait tomber les masques à propos sur l'amour. Je ne veux pas trop m'étendre parce que j'imagine qu'avec des abonnés, beaucoup l'ont vu et puis d'autres sont capables de vous en parler beaucoup mieux que moi encore. C'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Donc, le Triomphe de l'amour de Marivaux, mis en scène par Michel Raskin. Nous reprenons dans la série du répertoire auquel nous sommes très attachés, que Christian a voulu absolument instaurer au TNP, la notion de répertoire. Répertoire, c'est vous en fait qui a intronisé le répertoire, puisque c'est par le succès du public qu'on fait entrer une pièce au répertoire. Donc on la reprend tant qu'il y aura du public. Donc nous avions mis à l'affiche l'an dernier de nouveau la Jeanne de Delteil, et on n'a pas pu le faire parce que notre actrice était enceinte. L'enfant est arrivé, il est très beau. Évidemment, Jeanne d'Arc enceinte, c'était difficile. Donc, le point de théologie, là, devenait impossible. Vous savez que ce point de théologie qui veut qu'elle soit pucelle, souvent, on le fait en gaudriole, parce qu'évidemment, la pucelle, ça fait rire. Mais en fait, c'est un point très sérieux. C'est-à-dire, quand on voulait la faire tomber pour sorcellerie, il y avait, pour les théologiens de l'époque, c'était impossible si elle n'était pas percée, parce que c'est quand une femme est percée que le diable peut rentrer. Et donc, elle s'accrochait à sa virginité pour ces raisons-là. On a souvent pensé que c'était une prude qui oh, non, surtout pas. C'est pas ça. C'est qu'elle savait que si elle avouait ça, ou que si elle fautait, à ce moment-là, elle pouvait être accusée de sorcellerie. Et c'est probablement pour ça qu'ils l'ont violée. C'est probablement pour ça que le martyre de Jeanne aura été jusque-là, et une fois qu'ils auront pu la percer, ils auront pu admettre, et qu'ils l'auront épuisée par la torture, ils auront pu enfin la taxer de sorcellerie. Donc c'est un point très important. Donc enceinte, évidemment, tout ça s'effondrait. Donc maintenant, grâce au miracle du théâtre, on n'est pas censé le savoir, elle retrouve sa virginité et elle pourra jouer la Jeanne de Delteil. Magnifique Jeanne de Delteil, qui est d'abord un hymne à la vie avant d'être... c'est absolument pas une figure compassée avec des moutons qui entend des voix dans une jolie nature. Non, c'est une femme extrêmement vivante, c'est une guerrière et elle est très, très généreuse. Après, ça va être Christian qui nous reprenons mai, juin, juillet de Denis Guénoun. C'est un texte qui part d'une commande que j'ai passée à Denis Guénoun. En fait, on m'avait demandé de faire partie du comité d'honneur de Jean-Louis Barrault, du centenaire Barrault. Et j'avais répondu qu'il me paraissait bien de le faire, mais qu'il fallait que ça corresponde à un investissement plus concret. Et donc, j'ai décidé de passer commande d'un texte sur la prise de l'Odéon en 68. Et ce qui m'intéressait dans la prise de l'Odéon en 68, c'était le Plus jamais Claudel écrit sur les murs de la Sorbonne. Et au fond, comment la poésie et le théâtre, dans son déploiement énigmatique et parfois, rétif à la captation du sens vérifié, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire, entretient des rapports très complexes avec la Révolution et avec les révolutionnaires. Et là, ça m'intéressait, c'est-à-dire comment Jean-Louis Barrault, à l'Odéon, nommé par le général de Gaulle pour diriger le théâtre de France, qui était une alternative à la Comédie Française aussi, un autre théâtre, comment Barrault, dirigeant ce théâtre, pouvait avoir un dialogue avec les insurgés de 68 dans l'occupation de son théâtre et comment il les percevait. Et Barrault les a perçus comme
les lointains cousins de ce que lui avait vécu au Grenier des Grands Augustins, rue des Grands Augustins à Paris, où il hébergeait Artaud, Mouloudji, et André Breton et d'autres, et où il vivait dans une sorte de rupture, si vous voulez, presque anarchisante, libertaire au monde. Donc il salue les insurgés ainsi. Et il essaye de dialoguer. Il leur dit « je vous prête la salle et puis vous quittez si vous voulez parce qu'il y a un spectacle ». Enfin, il essaye de trouver une raison et il les nomme frères. Et il va s'apercevoir qu'ils ne le sont pas. Il y a une scène très belle avec un militant très connu et qui règle son compte à Barrault. Et Barrault va dire ce fameux « Barrault est mort ». Ce à quoi De Gaulle lui répondra « eh bien qu'on l'enterre ». Ça va mener à l'éviction de Barrault. Un Barrault dira « je suis serviteur, mais valet non », serviteur oui, valet non, et refusera d'organiser la sortie des étudiants occupant le théâtre. Et il s'ensuivra une errance par la suite de Barrault qui va tout perdre, toute prérogative, mais aussi tout le souvenir de son théâtre, puisque ses costumes ont servi de latrine. Enfin, il y a un saccage de l'Odéon terrible, et il y a là une question très intéressante entre révolution, pouvoir et art. Donc j'avais passé cette commande, Denis s'est mis à l'écriture. Ça, c'est le mois de mai. Alors, les personnages, c'est Malraux, c'est De Gaulle, c'est Barrault, c'est le militant très connu, c'est nombreux émeutiers, voilà. Et puis après, Denis, en travaillant, s'est aperçu qu'après mai, il y avait eu juin, ce qui n'est pas une grande nouvelle, mais je vous le dis, après mai, il y a juin. Et en juin, les directeurs des centres dramatiques nationaux, les directeurs de la décentralisation, se sont réunis de façon à penser cette question-là. Est-ce qu'un outil doit être préservé? Et qu'en est-il aujourd'hui de l'échec, en quelque sorte, du théâtre et de la décentralisation si elle n'est pas concernée par la Révolution? Quel rapport a-t-on? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on ne peut pas faire le procès d'une décentralisation qui a essayé d'émanciper un peuple par la culture et qui en a fait un peuple de bourgeois? On le voit bien. Et que finalement, dans la rue, il y a un nom public qu'il faudrait trouver. Alors il y a comme ça des débats passionnants, que je trouve absolument passionnants, et qui définissent en fait toute la décentralisation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'est tout le débat du théâtre aujourd'hui qui est posé, et au-delà de la société. Et cette réunion s'est faite à Villeurbanne. Donc le mois de juin se fait à Villeurbanne, dans la salle Jean Villard, là à côté. Moi j'en ai des photos. Les personnages sont Jean Dasté, sont Roger Planchon, sont George Wilson, Hubert Gignoux, bref, toute la décentralisation réunie qui débat autour de cette question, et notamment une question importante qui est celle du nom public. Ça, il va y avoir un dialogue et un harponnage très violent entre, d'un côté, Janson, qui lui est un philosophe rattaché au Centre dramatique de Bourgogne, et qui défend l'idée de nom public, c'est-à-dire que les acquis de la décentralisation n'ont pas donné les armes au fait d'une émancipation révolutionnaire en devenir, et il faut trouver le nom public. Et puis Planchon qui, lui, défend le truc et dit non, ce qu'il faut, c'est qu'on parle à la place de ces insurgés, et il faut le pouvoir au créateur. Et à ce moment-là, le Roger Planchon qui s'exprime est écrivain. Et donc la position qu'il prend est celle de dire il faut que nous soyons les maîtres de nos outils. Donc vous avez ce débat-là, qui est un débat encore très, très, très présent aujourd'hui, et qui est, moi je trouve, vraiment totalement passionnant à suivre. Ça, c'est le mois de juin. Et vous savez, le mouvement de mai, c'est mai-juin. En juin, c'est terminé, il y a la grande manifestation. Tout ce débat est traversé toujours par De Gaulle et Malraux, qui continuent à réfléchir à toutes ces questions-là. Et en juillet, vous avez juillet 68, qui est quand même, enfin, je le pense, une honte, et c'est le fameux Villars-Salazar, et c'est au fond la mort symbolique de Villars. Villars va survivre 2 ans aux événements il est mort à 59 ans, donc vraiment quelques temps après juillet 68. Et là, ça met aussi en scène quelque chose de complexe qui est au fond la constatation par Villars qu'il y a un rapport éducatif, coercitif à la jeunesse, et qui pense qu'on peut l'organiser, les CMEA, tout ça, face à quelque chose qui est non seulement la révolution, certes, mais pas seulement, qui est aussi la contre-culture américaine et la rencontre des deux. Et je dirais, ça c'est ma génération, le rock'n'roll. Et il y a un irrationnel dans le rapport qui fait qu'il y a certes l'arrogance, je trouve la méchanceté, je n'ai pas peur de le dire, la bêtise, au fond, qui a fait conspuer cet homme. Mais au-delà, il y a aussi un aveuglement et un récit de son propre échec dans son rapport à cette jeunesse. C'est très beau, quoi. Voilà. Donc c'est mai, juin et juillet, c'est ce que nous présenterons
au Festival d'Avignon IN, donc forcément, ça va faire débat. Ça va faire débat violent. Il faut que je me prépare, mais c'est un peu pour ça que je l'ai monté aussi, je dois dire. Et c'est monté avec 50 acteurs. Il y a la troupe du TNP au complet, il y a la collaboration des élèves du Conservatoire municipal de Lyon, il y a aussi 2 acteurs qui incarnent d'un côté Barrault et de l'autre côté Villard. Marcel Besonnet joue Barrault. Il est Barrault. Voilà. J'aime beaucoup Marcel dans ce rôle-là et je retrouve Robin qui va porter Villard. Je trouve que c'est un moment théâtral important. Voilà. Nous aurions voulu, j'en profite pour le glisser rapidement, mais quand même, nous aurions voulu et nous avons hésité pendant un moment à reprendre Le Roi Lear, parce qu'il y avait eu énormément de gens qui n'avaient pas pu rentrer, qui n'avaient pas pu le voir, et que c'est une grande œuvre. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait pour des raisons financières. Je déteste me plaindre. Je déteste. D'ailleurs, je ne me plains pas. Je dis simplement que nous avons été dans une situation là de restriction budgétaire lourde, c'est-à-dire que l'État n'a pas tenu ses paroles vis-à-vis des engagements qui furent les siens pris dans la Convention, donc on a une perte de 100 000 €. Et puis le Conseil général, juste avant de se diluer dans ce que sera l'agglomération, nous a lui enlevé 150 000 €. Donc ça, c'est le coup de pied de l'âne avant de partir. Et donc on s'est retrouvé avec une perte de 250 000 €, mais la Maison de la Danse, c'est pareil. Mais on a perdu donc, et ça nous a... Vous savez, les baisses de subventions, d'aucuns d'entre nous disent que c'est une attaque à la création. Pour moi, les baisses de subventions, c'est une augmentation des tarifs. Voilà, ça c'est une différence fondamentale. Je trouve que quand on enlève de l'argent, on enlève des places. Et pas mon pouvoir de créateur. Je suis capable de créer avec une chaise et une table. Donc la question pour moi n'est pas celle-là. La question est la relation contractuelle que la République entretient avec vous et que cette défection conduira... Il y a 2 choses, où on augmente le prix des places, si vous voulez, ou on réduit l'offre de sièges. Voilà, je trouve ça dommageable au moment où l'on vit ce que l'on vit et où la question de notre identité, justement, a depuis longtemps un ministère que Sarkozy voulait recréer, mais qui existe, qui s'appelle le ministère de la Culture. Voilà. Alors, 2 choses. D'abord, rassurez-vous, le prix des places n'a pas été augmenté. Mais ça veut dire que oui, Christian a raison. La menace, comment répondre? Nous avons refusé de les augmenter. Donc, ils n'ont pas bougé. Combien de temps arriverons-nous à tenir cette situation? Je ne sais pas. Mais pour le moment, nous n'avons pas voulu y toucher. Deuxièmement, simplement vous rappeler que ce qui a été dit sur la déclaration de Villeurbanne, il y a une exposition qui couvre les murs des théâtres. Et l'exposition au Petit Théâtre, lorsqu'on se rend en bas de l'escalier, tout ce mur-là est consacré à mai 68 et vous avez la déclaration de Villeurbanne et les grands événements. Et nous terminons la saison avec un acte purement créatif de Denis Guénoun. Denis Guénoun est philosophe et homme de théâtre. C'est à lui que l'on doit Qu'est-ce que le temps, pour ceux qui l'ont vu, de Saint-Augustin, avec Stanislas Roquette. Oh, c'était un acte tout à fait incroyable. Enfin, faire du théâtre avec Saint-Augustin, qui y croyait? Qui pouvait le faire? Donc oui, il l'a fait. Oui, Stanislas Roquette y est incroyable de jeunesse et de conviction. Et oui, cet écrit dont on se dit qu'on est dans les sommets comme ça de la philosophie, eh bien, devient immédiat. C'est quand même un des pouvoirs du théâtre, un des pouvoirs qu'il faut rendre à Denis Guénoun et à son interprète. Alors là, c'est un acte donc de création qui n'est pas écrit, qui ne sera pas écrit. Jusqu'au bout, il travaillera avec un groupe d'acteurs pour réfléchir, pour reprendre en charge et répondre à la question de Spinoza « Nul ne sait ce que peut un corps ». Alors moi, je ne savais pas que cette phrase qui semble assez banale quand même, eh bien, elle ne l'est pas du tout. Et depuis très longtemps, les philosophes s'emparent de cette phrase admirable et glosent à partir de cette phrase. Donc, effectivement, quand on se penche sur la phrase, c'est comme « qu'est-ce que le temps ?» Ça paraît très simple, et un abîme s'ouvre. Nul ne sait ce que peut un corps. Denis Guénoun et son équipe se penchent dessus et vont nous apporter, répondre, nous mettre sur la piste, et ça s'appelle « Au corps prochain », puisque nous avons aussi les corps du spectateur, et que c'est bien une histoire de corps entre la scène et la salle, et c'est là-dessus qu'ils vont travailler, c'est l'objet de leur travail. Création pure, je ne peux pas en dire plus, si ce n'est que c'est des interprètes
de grande qualité et d'une intégrité totale. Eh bien, là, on aura fait 24 spectacles et nous serons à ce moment-là exactement dans la situation de maintenant, probablement au mois de juin. Il y aura peut-être de la pluie. On se reconnaîtra. J'espère que vous serez aussi nombreux. En tout cas, c'est bien agréable. Vous dire qu'il y aura les Journées européennes du patrimoine le 20 et 21 septembre et que l'abonnement est ouvert dès maintenant. Dernière chose, évidemment, qui concerne l'actualité que vous n'êtes pas sans connaître et que je me dois de dénoncer devant vous. Je suis de fait concerné par la Comédie Française, je pense que tout le monde le sait, que ça suppose un rendez-vous prochain avec la ministre de la Culture, donc j'aurai un rendez-vous prochain avec la ministre de la Culture. Il y aura certainement un débat assez long à l'Élysée avec le président et ses conseillers à propos de la Comédie Française. Je ne suis pas le seul qui est concerné par la question, on est quelques-uns. Normalement, la Comédie Française n'est pas lieu d'une candidature, si vous voulez, c'est pas lieu d'un projet. La Comédie Française n'a pas à avoir un projet. De toute façon, il faut que le théâtre contemporain arrête avec les projets. Moi, ça me fera des peaux plus tranquilles. C'est d'arrêter de vendre son projet, si vous voulez, on a l'impression qu'on est... Bon, non, la Comédie Française est une immense institution nationale, elle parle au théâtre aujourd'hui qui se fait dans notre pays, elle a un système de fonctionnement qui est un modèle pour nous, c'est-à-dire le modèle de la troupe. Ici, on a toujours dit que le TNP était en dialogue, au fond, avec la Comédie Française sur cette base-là, et que ce n'était pas un inconvénient, et pour paraser le président de la République, la Comédie Française n'est pas le problème, mais la solution. Et il faut la penser telle que. Voilà, alors, voilà, cette question-là se résoudra dans le mois de juin. Donc, l'homme qui est devant vous peut très bien ne plus être en septembre. Maintenant, dans une discussion à ce propos et à ce sujet, la fidélité et l'estime dans lequel je tiens l'œuvre accomplie ici et dans lequel je vous tiens, fait que dans la réflexion sur la prise de poste comme celle-ci, les intérêts de ce théâtre-ci se parlent. Et qu'il n'est pas question, si vous voulez, je ne suis jamais venu ici dans l'espoir, ce n'était pas une marche pour aller plus loin, c'était ma vie. Merci beaucoup.